Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le bilan s'alourdit à 62 morts au Burkina Faso suite à l'attaque terroriste suivie d'affrontements intercommunautaires entre dimanche et mardi dans la commune d'Arbinda, dans le nord du pays, près de la frontière avec le Mali. Cette attaque, une nouvelle illustration d'une région qui s'enfonce dans la violence. On en parle dans le débat dans quelques instants. La Gambie ratifie l'accord de création de la zone de libre-échange continentale. L'objectif des 22 ratifications est à présent atteint. L'entrée en vigueur de la ZLEC est fixée au mois de juillet. Plus de 1000 cas de choléra au Mozambique, conséquence du passage à la mi-mars du cyclone tropical Idai. L'épidémie qui sévit dans le centre du pays a fait un premier mort ce lundi. Nous ferons le point sur la situation avec mes invités dans la troisième partie de cette émission. Et pour m'accompagner ce soir, Baran Diaye, bonsoir. Bonsoir Zara. Bonsoir, vous êtes consultant en innovation technologique. Sur ce plateau également, Gracien Okendi-Kiza, éditorialiste d'Africa 24. Bonsoir Gracien. Bonsoir Zara, bonsoir à tous. Place à l'actualité. Le bilan des attaques survenues dans le nord du Burkina Faso a été revu à la hausse avec 62 personnes tuées dans la nuit de dimanche. Des individus armés ont pénétré dans le village de Amkan, situé à 7 km d'Arbinda. Des affrontements intercommunautaires déclenchés par une attaque terroriste. Ces violences se sont produites quelques jours à peine après le massacre de 160 habitants Peul au Mali voisin le 23 mars dernier. Cette attaque au Burkina Faso, une nouvelle illustration d'une région qui s'enfonce dans la violence. Dans un communiqué ce mardi, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur ces événements d'Arbinda. Voyez ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso, toujours sous le choc au lendemain des violences communautaires à Arbinda et à Zouaga. Au moins 62 personnes y avaient trouvé la mort dans la nuit du 31 mars au 1er avril, après avoir annoncé le renforcement des mesures de sécurité sur toute l'étendue du territoire. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a invité la classe politique à la préservation de la paix. Si nous ne cultivons pas la tolérance, nous n'arrivons pas à travailler pour aboutir donc à une cohésion sociale, nous ne pouvons pas travailler pour le développement. Et ce qui s'est passé donc à Arbinda, comme je disais, et à Zouaga, sont des éléments donc inacceptables et nous le condamnons. Même son de cloche dans les rangs de l'opposition politique. Zéphirin Diabré a exprimé sa compassion à la nation et le soutien de l'opposition aux forces de défense et de sécurité. À ce niveau-là, il y a une responsabilité qui est collective de nous tous, mais il y en a une qui est particulière, qui est celle du gouvernement, et nous voulons l'exhorter à faire en sorte que l'État et l'État de droit prévalent dans ces situations. A noter que le chef de l'État a reçu les partis membres de la majorité. Ces rencontres se tiennent en prélude du dialogue politique annoncé courant avril et qui permettra aux partis de discuter des questions politiques, notamment l'adoption de la nouvelle constitution et les échéances électorales de 2020. Alors, le président de la République, Roch Marc Christian Kaboré, annonce donc l'ouverture d'une enquête pour faire donc toute la lumière sur ces événements tragiques de cette commune d'Arbinda, plus de 60 morts. Alors, une enquête avait été ouverte pour les événements qui sont survenus à Yerbou. C'était début janvier de cette année. Une enquête qui n'a mené pour l'heure à aucune arrestation. Est-ce qu'il y a une forme d'impunité qui est en train de s'installer ou alors, ou en tout cas, tout cela pose finalement la question de l'État. Est-ce que l'État est à même véritablement de diligenter ce type d'enquête ? Effectivement, Zara, vous posez la bonne question. À mon avis, l'État, il me semble, fait de son mieux parce que, en face, par rapport à ce type de drame national qui, en fait, affecte la population, on va dire, burkinabé aujourd'hui de 20 millions d'habitants et au-delà même parce qu'on a vu ce genre de massacre et de tuerie se produire à côté au Mali. On l'a vu l'année dernière, en 2018, on l'a vu aussi au niveau de la frontière éthio-kenyane avec les peuples somalis qui a été massacré, mais c'est passé, on n'en a pas beaucoup parlé. L'État est en train de faire de son mieux, mais actuellement, vous savez, moi je me pose des questions par rapport à ça. Et la première question que je me pose, c'est que depuis 2013, on a ce qu'on appelle des forces qui sont présentes chez nous, des forces étrangères venues nous aider, d'accord ? Pour convaincre ce qu'on appelle le terrorisme aujourd'hui. On a eu l'opération Serval, on a eu Barkhane, on a eu MINUSMA, on a eu le G5 Sahel. Toutes ces forces sont présentes au nom de la sécurité de la zone
sahélo-saharienne. Et donc, là où elles sont présentes, malheureusement, c'est là où il y a plus de massacres, de conflits ethniques, de tueries par rapport au terrorisme. Moi, je me pose des questions. Je me dis, si ces forces étaient efficaces, on le saurait. Pour moi, le problème ne devrait pas être mener des enquêtes pour, dans un premier temps, arrêter les causeurs de ces tueries. Pour moi, on doit revenir quelque part aux fondamentaux africains. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il se passe des choses en Afrique, nos anciennes assemblées, avant qu'on assimile ce mode de démocratie qu'on applique aujourd'hui. C'était quoi? C'était les chefs de village, c'était les chefs de canton, c'était les notables, c'était les chefs religieux. C'est eux qu'on concertait. C'est eux, quand il y avait quelque chose qui se passait quelque part, c'est eux qui pouvaient donner des indices. C'est eux qui pouvaient appeler au dialogue social. Donc pour vous, il faut renforcer une coopération entre l'État et les communautés locales. Mais est-ce que c'est suffisant? Alors par exemple, si on prend cette frontière entre le Mali et le Burkina Faso, c'est 1000 km terrestres à protéger. Donc là, est-ce que ça ne dépasse pas le cadre d'une simple, entre guillemets, coopération entre l'État et les forces locales? Est-ce qu'il ne faudrait pas donner plus de moyens à l'armée? Est-ce que l'armée burkinabé n'est pas quelque peu faible par rapport à l'enjeu sécuritaire, Gratien Rukindi-Kiza? Oui, en fait, ce qui se passe dans la région, le problème de sécurité, on peut dire, il a raison, on ne peut pas confier la sécurité de ces pays à des puissances étrangères. Exactement. Je dirais même que certains pays européens ou du continent américain qui sont là, mais ils sont là juste, ils vont attiser pour faire qu'ils restent dans ces pays. Ces pays sont contrôlés par des satellites et par des drones, par des forces qui ne sont pas africaines. Cela veut dire que c'est une façon aussi de contrôler l'Afrique, une façon de contrôler les richesses de ces pays. Il y a certains pays où il y a l'uranium, le pétrole. Tous ces minéraux ne sont pas exploités parce qu'il y a des réserves mondiales qu'il ne faut pas augmenter la production. Le pétrole, il ne faut pas augmenter la production. Il y a les prix qui chutent. Donc, en étant présent au niveau de l'insécurité, eh bien, il n'y a pas d'exploitation de ces minéraux. Moi, je dirais que les Africains, ils sont capables de faire la sécurité dans ces pays et on n'a pas besoin d'une armée pour contrôler 1000 km, mais on a besoin de la sécurité, de la discussion, disons, d'un dialogue interethnique. Aujourd'hui, on parle d'attaques, ce sont les peuples qui sont visés. Et on dit, ce sont les peuples qui sont en même temps des terroristes, entre guillemets, les gens qui globalisent. En fait, c'est ce qui se passe. Cela veut dire qu'il y a un problème de dialogue, un problème. Le pouvoir est absent dans ces zones pour dire que finalement, vous les peuples, vous êtes sécurisés, personne ne va vous agresser. Et on essaie de faire, comme ça se fait dans certains pays, un dialogue interethnique, intertribu et même interreligieux pour que les gens arrivent à se parler. Et puis aussi, on va aussi, avec ce système, on va augmenter le renseignement. Ce sont les mêmes peuples, ce sont les mêmes communautés qui vont renseigner en disant « attention, il y a un problème ». Et de cette façon, si c'est sécurisé de cette façon, il n'y aura pas de guerre interethnique. Mais tant qu'on va confier la sécurité aux Américains ou aux Français, eh bien, on aura ce qu'on va éviter. Je vais vraiment dans votre sens, parce que, Gratien, parce que c'est pour terminer à ma réflexion de tout à l'heure, parce qu'on a nos fondamentaux en Afrique, et nos fondamentaux, ils sont basés sur des valeurs réelles. On a nos sens moraux, on a le sens de la famille, au sens large, on a, comme je l'ai dit, les chefs ethniques, on respecte nos traditions africaines. En cas de conflit, qu'est-ce qu'on fait avant de mettre l'armée? Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'appliquer un modèle démocratique qu'on nous a imposé sans pour autant avoir notre avis à l'origine. Il y a un problème ethnique, on met en place l'armée et on réfléchit ensuite. Il y a un problème ethnique. Pourquoi ne nous disons pas comment il faut le résoudre? On sait que c'est un problème ethnique. Les chefs ethniques existent, les notables existent, les chefs de canton existent en Afrique. Il faut les mettre autour d'un dialogue concerté avec les membres du gouvernement, les membres de l'Assemblée nationale et les chefs des forces armées. Dans ce cas, on sortira avec une feuille de route et des consensus. Et ces chefs ethniques, croyez-moi, ils connaissent mieux les régions que l'armée. Ils peuvent échanger, ils peuvent donner des informations capitales qui permettront d'arrêter rapidement les causeurs en fait, de ces faits. Ça, c'est la partie, si on veut, adapter la démocratie qu'on nous a inculquée à notre mode de vie africain, d'une part. D'autre part, ce qui se passe aujourd'hui, moi je suis inquiet parce qu'on nous a vendu, comme je l'ai cité tout à l'heure, Barkhane, Serval, MINUSMA et tout ce qui va avec, pour lutter contre qui? AQMI, Daesh, Ansar-Dine, etc., Al-Qaïda au Maghreb islamique, tout ça, depuis 2013, tout ça commence à prendre une autre forme. Maintenant, on ne se bat plus contre cet ennemi-là qui s'est éparpillé partout.
malgré la présence de toutes ces forces, malgré la vue satellitaire qu'ils ont aujourd'hui sur l'Afrique, l'armée française est par exemple partout, les Américains, ils y sont, les Chinois sont en Afrique, mais on ne parvient toujours pas à attraper par vue satellitaire les groupuscules ni à les tracer. Ce qui veut dire, qui peut peut-être vouloir dire qu'il faut également une armée nationale forte pour accompagner effectivement ce soutien de la communauté internationale. Grâce à Okendikiza. Bon, je pense que vraiment on n'a pas besoin d'être accompagné par cette communauté internationale parce que, vu les moyens qu'on met en place, en réalité, on se rend compte qu'il n'y a pas de camp militaire, il n'y a pas de regroupement des islamistes. Les islamistes ne se trouvent pas dans une zone donnée, il y a des satellites qui surveillent, il y a quelques individus. Les actes terroristes peuvent se passer dans tous les pays, même y compris, on voit ce qui se passe dans le pays du monde, même en France ça s'est passé, mais en même temps on ne va pas aligner, je dirais, on ne va pas prendre un marteau pour taper sur une mouche. Les pays africains sont capables de s'organiser, d'avoir des renseignements. Est-ce que ça, c'est pas que sur le papier? Parce que, par exemple, si on prend la force G5 Sahel, il faut financer cette force. C'est environ 500 millions de dollars. Exactement. Et la grande partie du financement vient des étrangers, les Émirats, l'Union européenne, les Américains. Mais les 5 États impliqués ne sont pas capables de rassembler cette somme-là. Là où je me désole en tant qu'Africain, c'est que le siège de l'Union africaine a été financé par des Chinois. Alors, les armées africaines pour s'autoprotéger sont financées en grande partie par les étrangers. L'Afrique est le continent le plus riche en termes de ressources et de matières premières. Mais quand les pays africains s'agressent, se battent, on a vu par exemple la guerre du Congo contre Mobutu, il y a eu presque 7 pays impliqués dans la guerre. Aucune puissance étrangère n'a financé. La guerre a duré presque 9 mois. Et on a vu des militaires traverser environ 2000 km à pied pour se battre. Ils se sont battus. Il y a des pays qui se sont battus entre l'Érythrée et l'Éthiopie se sont battus avec des moyens plus qui est engagé. Quand il s'agit de se battre pour eux, il y a les moyens. Même aujourd'hui, on parlait des montants. Oui, on paye beaucoup les militaires. On va mettre des armes. On va acheter les armes moitié prix et l'autre moitié, disons, on va mettre dans les poches. Mais en réalité, ça favorise la corruption. On a les moyens. Les Africains, nous avons les moyens pour assurer la s'il y a les moyens, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique qui manque parce que c'est puissance. Il y a certains pays, certains présidents qui sont au pouvoir. Je n'ai pas cité le Tchad. Si, par exemple, il y a une moindre rébellion, on voit bien que l'armée propre du pays n'arrive pas à combattre la rébellion. C'est la France qui intervient pour stopper la rébellion. Cela veut dire que finalement, qu'est-ce qu'on va faire si les rebelles peuvent sur la sécurité, effectivement, il y a, ce que je voulais dire, c'est que en Afrique, moi, ce qui me désole, parce que je suis vraiment désolé actuellement, des conflits qui se passent et des guerres qui mutent, qui changent de forme. On combat un ennemi terroriste aujourd'hui, demain, on est en train de ne savoir plus qui combattre, parce que si le Peul et le Dogon sont en conflit, mais ceux qui essaient d'éradiquer les Peuls, il faut qu'ils se regardent un peu, qu'ils regardent un peu devant eux. Le Peul, on ne peut pas l'éradiquer, c'est une ethnie qui existe depuis l'Antiquité, et cette ethnie-là, elle existe de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, jusqu'en Éthiopie, sur toute cette bande. On ne peut pas éradiquer une ethnie, ça ne marche pas. Mais les Peuls, ils ont leur nationalité. Exactement. Mais je veux dire, c'est la bêtise humaine. C'est comme ceux qui essaient de faire des génocides, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas éradiquer des humains sur Terre de façon totalitaire. Donc, pour revenir à l'essentiel, vous avez parlé de problèmes d'armement en Afrique, mais l'Afrique, il y a toujours des guerres, alors que la priorité, ce n'est pas les guerres. Moi, je me dis que pourquoi la plupart des pays africains aujourd'hui investissent dans l'armement au détriment de l'éducation, de la santé et autres. Et l'autosuffisance alimentaire, on a d'autres priorités que la guerre et la sécurité. Et ces armes, alors, pour pousser la réflexion, on les achète à des puissances occidentales. C'est-à-dire qu'on est en train de contribuer à un surplus de leur économie, au détriment de notre bien-être social, au détriment de notre sécurité, parce que les problèmes sécuritaires, on n'arrive pas à les régler, on n'arrive pas à éradiquer le terrorisme qui est apparu subitement chez nous. Donc il faut qu'on pense à notre modèle, que le modèle qui existe actuellement. C'est tout simple. Mais en réalité, le terrorisme en Afrique, il faut dire, ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme ça. Au Mali, on a vu la guerre du Mali. Pourquoi les Français, ils ont armé les Touaregs. Il y a d'autres qui sont venus de la Libye. Mais en même temps, à un certain moment, comme ils ont laissé faire, certains sont transformés en terroristes. Aujourd'hui, le Mali, le nord du Mali,
il y a une partie, l'armée malienne ne peut pas aller dans le nord du Mali. Pourquoi? Parce que l'armée française interdit. L'armée française, soi-disant, maintient la sécurité dans cette zone. En réalité, il faut dire que... Il n'y a pas une interdiction, Gratien, de l'armée malienne de pénétrer... bien sûr, l'armée malienne n'intervient pas au nord du... À Kidal, c'est un peu... mais elle pourrait le faire si elle en avait les moyens. Il n'y a pas d'interdiction. Non, elle ne peut pas y aller. Elle ne peut pas y aller. Elle peut pas y aller. Il y a des accords. Il y a des accords avec les Touaregs. On ne peut pas... Cela, ça a été bien compris. Donc, le gouvernement respecte au moins son engagement, même si ce n'est pas écrit. De la même manière qu'il y a le président, il me semble, un des présidents africains, Kagame, il me semble, qui avait initié le fait de pouvoir taxer certains produits africains pour financer certains projets. Je pense qu'on peut utiliser notre intelligence autrement pour s'auto-financer et autofinancer notre défense africaine. Il n'y a pas vraiment de défense africaine. Il y a le G5 Sahel, c'est pour un bloc. Mais en Europe, on a vu qu'il y a l'OTAN, il y a tous ces blocs qui défendent bien tous ces territoires. Et donc pourquoi, avec tous ces conflits qui naissent dans notre zone territoriale, initier des forces armées africaines cotisées, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont le financement serait intra-africain? Mais il faut voir, dans certaines zones, je ne vais pas citer les parties ou les pays, mais les armées, pratiquement, il y a des pays qui n'ont pas d'armée au sens vrai du terme. Les armées capables de défendre le pays. On a des armées, dans certains pays, on a des armées juste pour faire le défilé et une partie pour protéger le président. Le reste, ce sont des gens, je dirais, pratiquement des civils à qui on a donné l'uniforme. On connaît bien les armées anciennes. Dans certains pays, on a vraiment de véritables armées qui peuvent se battre, qui peuvent défendre les pays. Par exemple, le Kenya. Au Kenya, il y a des terroristes qui arrivent. Mais le Kenya n'a jamais demandé à notre pays d'intervenir. Il y a El Shabab de l'autre côté de la frontière. Ils interviennent de temps en temps au Kenya. Mais l'armée kenyane les combat et arrive à les chasser. Est-ce qu'un État comme le Burkina Faso ne sous-estime pas l'ampleur de la menace terroriste? Car puisque derrière cette attaque communautaire, on sait que derrière ça, c'est le groupe terroriste Ansarou al-Islam qui s'est installé en 2016 et qui a par la suite attisé les conflits entre les communautés. Il faut reconnaître une chose aussi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec... j'étais pas d'accord avec le président Compaoré à l'époque. Mais le président Compaoré, quand il était là, le Burkina est un pays très sécurisé. Maintenant, je ne critique pas le président actuel. La façon, il faut voir qu'est-ce qu'il faisait. Effectivement. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, dans cette zone-là, Zahra, le Burkina est devenu le ventre mou de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que c'est, on va dire, le rond-point où tout se passe. Tout se passe à partir du Burkina, malheureusement, pour gangréner les autres pays. Il faut qu'ils mettent autant de moyens pour sécuriser ce pays, parce que sinon, comme il se trouve en plus dans une zone où il y a des frontières tout autour, ça va gangréner et ça va se passer dans les pays voisins. Alors, Gratien, on va continuer de parler donc de cette attaque terroriste, suivie, on l'a dit, d'affrontements intercommunautaires. C'était entre dimanche et mardi au nord du Burkina Faso. Les autorités font état d'un bilan de 62 morts. Et on continue bien sûr d'en parler après cette courte pause. À tout de suite.